Bonjour, bienvenue pour ce webinaire organisé par Adcan et Q sur l'optimisation de la supply chain avec la plateforme Anaplan. Je suis Laurent Giordani et je vais avoir la chance de vous accompagner pour les 60 prochaines minutes. Un petit détail technique, sur la droite de votre écran, vous avez un chat, donc possibilité de nous poser des questions. Donc on essaiera d'y répondre au fil de l'eau ou à la fin en fonction des thématiques. En tout cas, n'hésitez pas et encore une fois, bienvenue pour ce webinaire. Donc la supply chain a pris un gros coup de projecteur à l'occasion des 12 mois qu'on vient de passer avec la crise Covid. Pour ceux qui l'ignoraient encore, ça a rappelé son importance stratégique pour bon nombre d'entreprises. Et ça a aussi montré toutes les limites des organisations par rapport à la gestion de ce risque. Je vous passe sur toutes les pénuries qu'on a pu connaître depuis bientôt un an, à commencer par tous les outils de protection, les équipements de protection individuelle, jusqu'à de nos jours des composants, des matières qui perturbent toutes les chaînes mondiales des entreprises. La supply chain a ceci de paradoxal, c'est qu'avec la globalisation, les entreprises sont allées aux quatre coins de la planète chercher de nouveaux clients, de nouveaux fournisseurs sur des territoires jusqu'ici inconnus. Se sont souvent recentrés sur leur cœur de métier, ont externalisé bon nombre de leurs activités et donc sont devenus de plus en plus complexes. Une telle complexité qui aujourd'hui pose problème, est difficile à gérer et qui fait que la moindre défaillance d'un des maillons de la chaîne, gros ou petit, peut avoir des conséquences dramatiques sur l'ensemble, sur une entreprise, mais pas que, sur un secteur aussi, sur une géographie, voire sur l'ensemble de l'économie mondiale. Le côté paradoxal de la supply chain pour les organisations, c'est que c'est à la fois un superbe outil de performance, voire leur principal moteur de performance pour certaines d'entre elles. C'est ce qui va permettre de tenir la promesse faite au client de lui livrer un produit dans les meilleures conditions de coût, de qualité, de quantité, de délai. Et c'est aussi leur principale faiblesse, puisque lorsqu'un grain de sable ou un méchant virus vient se gripper la machine, c'est tout l'ensemble qui s'effondre et la performance qui en pâtit. Aujourd'hui, avec mes camarades, on va essayer de vous montrer comment Adcan et Q, à travers l'utilisation de la plateforme Anaplan, essayent d'apporter une solution aux entreprises pour gérer cette complexité, pour être en capacité de prévenir les risques de la supply, de simuler des défaillances et donc être en capacité aussi de réagir en cas de coup dur. Pour ce faire, je suis entouré d'un panel prestigieux d'invités. Michel Josset, directeur des assurances, de la prévention et de l'immobilier du groupe Foressia, donc équipementier automobile bien connu, et aussi président de la commission dommages de l'AMRAE, l'AMRAE étant l'association pour le management des risques et des assurances en entreprise. Thibaut Moulin, associé du cabinet Q, expert dans le domaine de la supply chain et du risk management, et co-auteur d'un livre sur la gestion du risque supply chain en entreprise, qui a été d'ailleurs édité en partenariat avec l'AMRAE, donc l'association dont Michel est président d'une de ses commissions. Et puis Damien Bouquier, qui est associé du cabinet Adcan, qui est un spécialiste de la solution Anaplan et qui va nous faire une démonstration de toutes les capacités de modélisation qu'on peut obtenir avec cette solution. Avec plaisir. Donc, pour commencer et poser un petit peu le décor, concrètement, la supply chain, c'est quoi pour un groupe comme Foressia? Est-ce que c'est aussi stratégique que ce que j'ai pu évoquer dans l'introduction? Michel. Merci Laurent. Mais la supply chain de Foressia, c'est, pour donner quelques chiffres, plus de 7000 fournisseurs et encore plus de sites de production des fournisseurs. La supply chain de Foressia, elle est très vaste, elle est internationale. Elle est légère parce qu'elle comporte peu de stock et puis elle se reconfigure en permanence pour rechercher des optimisations. Donc c'est une richesse humaine, mais en même temps une fragilité du fait de sa complexité. Alors Thibaut, est-ce que c'est une spécificité de Foressia ou est-ce que toutes les entreprises et tous les secteurs industriels sont confrontés à la même importance stratégique de la supply?
Oui, la supply chain est vraiment au cœur aujourd'hui des entreprises, comme tu l'as évoqué, Laurent. Alors bien entendu, la complexité, elle varie. Il y a des supply chains qui peuvent être, comme celle dans l'automobile, très complexes, avec de très nombreux fournisseurs, de très nombreux sites, des centres logistiques et puis de très nombreux clients à fournir. Pour des constructeurs automobiles, ce sont vous et moi qui achetons des véhicules. C'est aussi une supply chain qui va être potentiellement parfois un petit peu moins complexe, mais tout aussi risquée dans d'autres secteurs, comme par exemple celui du luxe, on peut le citer, où on va trouver peut-être moins de fournisseurs, mais avec des savoir-faire très pointus et que l'on ne peut pas finalement mettre à mal sous peine de voir cette supply chain et les produits en magasin ne plus être disponibles. Cette supply chain, elle peut être aussi variée aussi dans son mode de pilotage finalement, puisque une supply chain dans des secteurs comme la construction, c'est une supply chain qui va être tirée par le planning du bâtiment qu'on va construire. Et donc on va créer une supply chain spécifique pour construire ce bâtiment-là, à la différence peut-être d'autres supply chains comme par exemple le retail, où on pense souvent à des plateformes aujourd'hui d'e-commerce. Quand on pense à la supply chain, c'est souvent ce qui vient en tête de vous et moi, où là finalement on opère une supply chain tout à fait portée par la nécessité d'avoir systématiquement le produit en stock, qui va être le plus demandé et sur lequel on a un objectif de livraison quasiment à la journée ou à l'heure pour livrer le client. Donc c'est vraiment ça le sujet de la supply chain aujourd'hui, c'est livrer le client quand il en a besoin, quand il l'attend, soit en B2B quand on est équipementier automobile comme c'est le cas de Faurecia, où on livre en juste à temps et on a des pénalités potentielles importantes si on met à mal cette supply chain, soit quand on livre à un client comme vous et moi, une satisfaction, une attente qui est donnée et qui fait partie de la valeur finalement qu'on livre au client, c'est le produit et le délai de livraison qui va avec. Alors on comprend bien le côté stratégique, donc importance capitale pour l'entreprise, que rien ne vienne gripper la belle mécanique. Concrètement, les risques auxquels la supply chain est exposée aujourd'hui pour un industriel, c'est quoi? C'est quelle typologie d'événements et où est-ce que ça se situe, Michel? On imagine bien effectivement dans une supply chain complexe que la défaillance d'un seul maillon, par effet domino, peut entraîner une paralysie partielle ou totale. Quant aux causes racines, c'est tout l'univers des risques. Ça peut être un incendie d'un fournisseur, ça peut être un risque naturel qui se réalise sur un site fournisseur, ça peut être une défaillance financière d'un fournisseur ou d'un sous-fournisseur, ça peut être une attaque cyber, ça peut être un problème réputationnel. Et donc chez Faurecia, on a coché dans notre passé récent un certain nombre de cases. Quelques exemples tirés de notre sinistralité. En 2017, un fournisseur important en République tchèque nommé Recticel a eu un incendie important dans son unité de production et ça a paralysé la presque totalité de la supply chain automobile européenne et ça a coûté à cette supply chain environ plus d'1,3 milliard. L'année suivante, c'était un incendie à nouveau dans un fournisseur de pièces de magnésium, cette fois-là en Amérique du Nord, 1,7 milliard. On a connu par le passé les événements de Fukushima, donc séisme et puis tremblement de terre qui a secoué pas mal de fournisseurs japonais. L'année suivante, donc c'était en 2011, en 2012 des inondations en Thaïlande, donc deux événements risques naturels. Et plus récemment, on constate une pénurie de composants électroniques due sans doute à l'appel d'air de la 5G. Donc l'automobile est mal servie et c'est une pénurie systémique qui est aggravée par deux incendies dans des fournisseurs japonais qui ont eu lieu en fin d'année dernière. Donc on voit que il y a eu des pertes d'exploitation pour l'ensemble de la supply chain, y compris pour nous. Et on voit également un retrait de l'assurance en fait, de ces sujets. C'est-à-dire qu'auparavant, on arrivait à acheter des garanties pour compenser les pertes d'exploitation à l'occasion de cet événement. Les assureurs ayant beaucoup payé ont tendance à se retirer de cette couverture. Donc on est seul finalement face à ces événements.
Alors c'est un peu l'histoire de la poule et de l'œuf, d'ailleurs, cette histoire du marché de l'assurance qui se retire et qui offre des protections moins bonnes aujourd'hui à ses assurés que par le passé. C'est vraiment le côté systémique du risque et la prise de conscience du fait que le risque supply chain ne concerne pas forcément qu'une entreprise, mais que par capillarité, il y a une espèce d'effet domino qui peut se produire et on peut la plupart du temps être dans un risque très circonscrit ou au contraire finir par mettre à mal toute une région, voire tout un secteur comme les cas que tu évoquais dans l'automobile. Thibaut, est-ce que tu vois d'autres types d'événements qui ont marqué la supply ces dernières années? Oui, malheureusement, la supply chain, c'est un réseau d'entreprises. Donc, en effet, tous les risques qui pèsent sur les entreprises pèsent malheureusement sur la supply chain. Et donc, comme l'évoquait Michel, les risques actuels, encore plus prégnants peut-être, que sont par exemple le risque cyber, est un risque qui est de plus en plus important dans la supply chain. Les entreprises sont interconnectées avec leur système d'information et on a vu il y a quelques années le fameux virus NotPetya ou aujourd'hui peut-être encore plus ceux qui font l'actualité des ransomware qui vont contaminer les systèmes d'information au travers d'un petit fournisseur qui est connecté à un plus gros et qui peut entraîner pour les grandes entreprises comme ça a été le cas pour Renault ou pour Saint-Gobain il y a quelques années des arrêts de leur supply chain, des arrêts de leur système. Et le système d'information est au cœur de l'activité d'une entreprise et de son opération de la supply chain. Plus récemment, on a beaucoup parlé dans la logistique du fameux paquebot Ever Given, le porte-container qui s'est échoué dans le canal de Suez. Là, c'est vraiment typique d'un risque supply chain puisqu'on parle vraiment de sujets logistiques. Le canal de Suez, c'est 10 milliards de dollars par jour de marchandises, c'est 75% de marchandises qui viennent de Chine. On a vu à quel point finalement les flux logistiques de transport étaient au cœur de l'économie et beaucoup d'entreprises en Europe ont été touchées. Un autre risque qui me vient en tête et peut-être qui paraît un peu moins direct, mais qui en France a une particularité puisqu'il est associé au devoir de vigilance. C'est celui de toute la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. Aujourd'hui, les entreprises de plus de 5000 salariés en France et 10 000 dans le monde ont une obligation de devoir de vigilance, donc une obligation de cartographier les risques associés aux droits humains et aux libertés fondamentales de leurs fournisseurs, de leurs prestataires, de leurs sous-traitants. Encore récemment, on a pu avoir le scandale dans le domaine du textile et du retail des travailleurs ouïghours en Chine, qui pose encore une fois la question de la maîtrise du risque supply chain par les grands donneurs d'ordre, comme sur un risque tel que celui du RSE. Alors, merci Thibaut, je le disais en préambule, le Covid a mis un gros coup de projecteur sur toutes ces problématiques en rappelant à tous ceux qui l'ignoraient encore à quel point la supply chain était devenue stratégique pour bon nombre d'entreprises et que bon nombre d'entreprises internationales ou pas d'ailleurs étaient dépendantes de cette supply chain qui, elle, par définition, l'est bien souvent. Qu'est-ce que la crise Covid a porté comme réflexion supplémentaire sur ces sujets? Ça a été un révélateur, clairement, de cette dépendance que les entreprises ont à leur supply chain, et plus particulièrement pour la crise du Covid. Dans la première étape de cette crise, avec la fermeture des usines chinoises, la vision de la dépendance à l'atelier du monde, à la Chine, pour beaucoup d'entreprises qui n'en étaient pas forcément complètement conscientes. Je dirais qu'elles avaient bien entendu identifié qu'elles avaient des fournisseurs dans cette zone-là, mais à quel niveau ça pouvait les impacter, pour certaines d'entre elles, je pense que ça a été une vraie découverte. Et je pense que, enfin en tout cas pour certains de nos clients, les mois de février et mars de l'année dernière ont été sportifs, on va dire, pour les directeurs supply chain et les risk managers. Ça a été des moments assez importants. Après, il y a eu une deuxième phase où l'économie mondiale s'est tout de même relativement arrêtée, la tension sur la supply chain a baissé, bien entendu, et puis on a eu un redémarrage dans une troisième étape. Et ce qui est intéressant dans ce redémarrage, c'est que finalement, il a mis à mal tous les anciens modèles de planification, de prévision, d'opération qui pouvaient exister sur la supply chain, puisque des zones sont encore confinées, ont été encore confinées, reconfinées, déconfinées, etc.
on a vécu ces moments-là, à la fois au niveau de la production et de la demande, hein, puisqu'il y a eu des pays où la demande s'est arrêtée plusieurs mois. Et aujourd'hui, on est encore dans cette étape-là. Et ça pose la question de comment est-ce qu'on peut opérer une supply chain de manière beaucoup plus agile, beaucoup plus réactive et qui puisse permettre finalement de s'adapter à ce contexte et à ce monde qui devient de plus en plus incertain. Comment est-ce que l'entreprise, derrière, c'est à mon avis la question qu'il faut se poser, est en capacité de réagir, de s'adapter en continu pour pouvoir continuellement fournir ses clients et être voilà, opérationnel. Michel, la crise Covid, février-mars 2020 chez Faurecia. Je confirme que ça n'a pas été la période la plus calme voilà, de l'histoire du groupe. On avait déjà une conviction avant le Covid, c'est qu'il fallait qu'on améliore la visibilité sur la supply chain, y compris la localisation géographique des sites fournisseurs. Et évidemment, le Covid, par sa gestion de crise particulière, a encore renforcé cette conviction, puisque finalement, on a dû, en urgence, identifier les localisations de nos fournisseurs pour savoir s'ils étaient en lockdown ou pas, et piloter les approvisionnements. Et donc, postérieurement à cette gestion de crise voilà, douloureuse, il était décidé de mettre en place un portail unique pour la gestion de tous les risques de la supply chain, pas seulement les risques sanitaires, mais également les risques de défaillance financière, les problématiques de RSE que Thibaut a mentionné. Et voilà, donc on est dans ce déploiement et cet outil intégrera voilà, une géolocalisation systématique des sites fournisseurs avec une évaluation du risque d'incendie et du risque d'exposition au risque naturel. Voilà. Donc dans cette démarche, et quelque part, voilà, malheur est bon, puisque voilà, le Covid va renforcer la protection du groupe et nous amener à mieux gérer notre risque supply chain. Alors pour l'anecdote, le Q édite tous les ans un baromètre des risques supply, où on demande à des risques managers, à des directeurs des opérations, achats industriels ou que sais-je, quelle est leur appréciation des principaux risques auxquels leur organisation est confrontée. Et en décembre 2019, le risque sanitaire était considéré de façon quasi unanime comme un des risques les moins probables et les moins impactants pour les supply chains du monde. Voilà, donc ça c'est effectivement un changement d'appréciation et une conséquence directe de la crise que nous venons de vivre. Alors par rapport à tout ça, comment fait-on face à ce genre de situation, au-delà d'acquérir cette visibilité-là? Quelles ont été les mesures qui ont été prises dans un groupe industriel pour faire face à une situation de rupture, qu'elle soit liée à une crise sanitaire ou à toute autre chose? Michel? Il y a eu un containment immédiat, c'est-à-dire qu'on a dû déjà apprendre à faire fonctionner nos usines en mode Covid. Alors quelque part, on a eu une chance au sens où on a un footprint qui est très important en Chine, donc, y compris à Wuhan. Donc on a été voilà, parmi les premiers impactés et du coup on a réussi à comprendre comment opérationnellement opérer une usine en mode Covid. Et donc cette organisation imaginée en Chine ensuite a été déployée partout dans le monde. Ensuite, il a fallu effectivement, comme le disait Thibaut, gérer des redémarrages décalés, puisque ça redémarrait en Chine assez vite et puis moins vite dans les autres régions du monde. Donc c'est vrai que toutes les belles planifications industrielles qui avaient été organisées, l'industrie automobile est particulièrement voilà, bien équipée sur ces sujets, et ont été mises à mal. Il a fallu gérer dans l'urgence. Et au final, ça montre également la résilience de cette industrie. Finalement, le deuxième semestre a été bon et a permis d'effacer un premier semestre calamiteux. Donc ça montre aussi finalement la résilience de cette supply chain, la résilience presque naturelle ou organique de cette supply chain. Thibaut, comment fait-on face de façon peut-être à ce genre de situation? Je dirais que, un petit peu à l'exemple de ce que fait Faurecia, qui à mon sens est une entreprise très avancée dans ce domaine-là, il y a un sujet qui est important, c'est la visibilité sur cette supply chain.
Et donc la plateforme que propose de mettre en place Forestia est tout à fait intéressante à ce titre-là, parce que les entreprises, pour faire face à de tels risques, doivent gagner en visibilité sur leur supply. C'est un premier sujet. Le deuxième sujet, c'est les modèles de planification et la façon dont on collabore avec les fournisseurs, avec sa supply chain, pour pouvoir s'adapter à ce monde incertain et à ces évolutions qui, sans doute, dans les années à venir, vont sans doute devenir de plus en plus fréquentes. Donc ces crises-là, il faut pouvoir s'y adapter et c'est vraiment l'objet de notre outil. Il y a un troisième élément qui me semble important, c'est la vision sur la continuité d'activité. Aujourd'hui, la continuité d'activité dans les entreprises est quand même très centrée sur les sites industriels de l'entreprise et peut-être pas suffisamment sur une vision plus globale de la supply chain et sur la manière dont on peut anticiper, dont on peut préparer l'ensemble de nos partenaires qui sont des fournisseurs ou nos distributeurs ou nos prestataires logistiques et nos clients à travailler ensemble le jour où il y a une défaillance. Donc il faut vraiment passer d'un modèle de supply chain performante qui vise à, comme le disait Michel tout à l'heure, à alléger tous les stocks possibles et finalement avoir une supply chain qui soit à moindre coût, vers une vision d'une supply chain agile, flexible, collaborative, avec l'ensemble des parties prenantes pour pouvoir s'adapter aux évolutions de demande qui peuvent être chaotiques ou s'adapter à des crises qui peuvent malheureusement arriver de plus en plus fréquemment. Merci Thibaut. Donc pour tout ça, nous a conduit justement à travailler avec Adcan et Anaplan à imaginer des solutions, puisque la grosse problématique, c'est cette complexité. Là où les supply chains étaient relativement simples, il y a encore, si ce n'est quelques années, quelques décennies, l'externalisation de nombre d'activités, la multiplication des acteurs, on a fait des modèles éminemment complexes, donc difficilement appréhendables avec une gomme et un crayon, et la crise Covid est venue le rappeler. Donc l'intérêt d'une solution collaborative, digitale, qui permette de modéliser des événements, c'est aussi être en capacité de simplifier la supply chain et de donner aux opérationnels des éléments pour venir enrichir la prise de décision en amont, en prévention, puis en aval lorsque quelque chose se produit. Donc ces solutions pour pallier à ces problèmes, Thibaut, si tu veux nous en dire quelques mots. Donc nous, notre conviction, et puis je l'évoquais à l'instant, c'est le sujet de la collaboration. On ne peut pas, à mon sens, travailler une supply chain agile sans collaborer et sans donner une plateforme qui puisse permettre de collaborer entre tous les acteurs qui composent cette supply chain. Les sites industriels, bien entendu, d'une entreprise, les différents collaborateurs de cette entreprise, c'est évident, mais également les fournisseurs, les prestataires, les clients qui agissent dans cette entreprise-là. Donc tout ça pour capter de l'information de leur part, notamment le sujet de la plateforme, comprendre comment est-ce qu'on peut évaluer le niveau de risque qu'ils présentent, mais également pour leur transmettre de l'information sur les choix que l'on va faire d'allocation de la supply chain. Est-ce que par rapport à tel ou tel événement ou tel niveau de risque, je vais plutôt m'orienter vers tel fournisseur ou vers tel autre, plutôt vers tel flux logistique ou vers tel autre, pour être certain de livrer mon client à l'heure. Et donc, la solution Anaplan et la plateforme Anaplan, pour nous, on a eu la conviction et l'intuition qu'elle pouvait répondre à ce besoin-là. Anaplan, c'est une plateforme que l'on connaît bien de planification collaborative, dont pas mal d'entreprises aujourd'hui se servent de plus en plus pour déployer leur processus SNOP et pour faire que ce processus SNOP soit de plus en plus collaboratif. Bien, notre conviction, ça a été de dire, est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce qu'on peut utiliser cette plateforme en ajoutant une dimension qui va être celle du risque? Et est-ce qu'on peut également utiliser un module d'Anaplan qui est un module assez intéressant, qui est celui de l'optimizer, qui permettrait, en fonction d'une vision du risque de la supply chain, de proposer des optimisations, de proposer une supply chain alternative qui soit moins risquée, et puis éventuellement aussi de proposer des solutions lorsque une crise apparaît sur la supply chain. Et de ne plus être finalement dans un mode où on doit mobiliser en urgence dans une cellule de crise énormément de personnes pour trouver la bonne solution à notre problème, mais finalement grâce à cet outil d'être en capacité d'avoir déjà des solutions qui sont proposées et de pouvoir choisir entre les solutions avec un certain nombre de critères, un certain nombre d'indicateurs qui vont nous permettre ensuite d'allouer les bonnes fabrications, les bonnes productions et les bons flux logistiques
pour livrer notre client le plus rapidement possible à moindre coût. Alors, après un pareil teasing, Damien, est-ce que tu peux enfin nous faire une présentation du modèle qui a été développé pour essayer justement d'intégrer tous ces éléments? Avec plaisir. Et donc, je vais montrer comment toutes les idées qui ont été évoquées ici peuvent se transcrire dans un logiciel qui est à la fois facilement manipulable et très performant. Donc, tout d'abord, je vais partager mon écran, bien sûr. Donc, on retrouve ici un écran typique d'arrivée sur un appelant, et on a modélisé une supply chain particulière, une entreprise particulière dans le cadre de la maroquinerie, qui a la structure suivante. Elle a un certain nombre de suppliers en termes de produits semi-finis qui vont devoir alimenter des usines pour répondre à une certaine demande. Donc, forcément, la première étape pour travailler cette supply chain, ça va être de la paramétrer. Et donc, premièrement, on va aller voir que l'on peut paramétrer intégralement cette supply chain. Là, en l'occurrence, on a décidé de travailler sur un certain nombre de régions. Voilà, on voit presque une demi-douzaine de régions, une douzaine de produits, un grand nombre de sites. Bien sûr, là, on travaille sur un modèle jouet. Il faut s'imaginer qu'on pourrait travailler avec beaucoup plus d'entrées. Et maintenant, une fois qu'on a notre structure, on va pouvoir commencer à la paramétrer. Et donc, bien sûr, on va retrouver tous les indicateurs classiques, tels que la capacité, la description des sites de production, la capacité de produire. Par exemple, là, on voit que Benjin Laser est capable de produire des Black Wallet, mais pas Pelletterie Firenze. On voit aussi tous les aspects capacitaires, ça en termes de production, en termes de workload, ces données qui peuvent être évoluées au cours du temps. On voit les informations aussi, donc, comme tu le disais, non pas uniquement sur les aspects internes, mais aussi sur les fournisseurs, etc. Et donc là, on a une première version de notre supply chain. Bien sûr, cette supply chain est réalisée pour répondre à une demande. Donc ensuite, on va devoir récolter et afficher cette demande. Donc demande qui peut être soit saisie, bien sûr, mais soit collectée directement depuis les différents systèmes sources de l'entreprise. Donc là, on va retrouver l'évolution des demandes dans les différents produits sur les différentes usines affichées sur les différents continents qui sont placés dans la solution. Et une fois qu'on a tous ces paramètres, on va pouvoir allouer la production, allouer les fournisseurs aux différentes usines. Alors, typiquement, ça peut être un processus qui peut être manuel. On va s'imaginer la complexité et la nature itérative de ce processus, d'autant plus qu'au fur et à mesure que la supply chain croît, le nombre de combinaisons explose. Ça va devenir très compliqué de répondre rapidement à de nouvelles hypothèses de changement de la supply chain. Et là, tout l'intérêt de cet outil, ça va être de proposer une solution grâce à l'optimizer. Optimizer qui va intégrer tous les paramètres, intégrer toutes les contraintes et optimiser un certain nombre d'objectifs. Donc, sur cet écran, on voit donc les différents KPI que l'on peut calculer sur la base de cette supply chain. On peut calculer les revenus, les pertes de revenus, les différentes alertes. Donc, je vais charger une table d'allocation classique qui aurait pu être fait à la main. Je vais me placer sur l'ensemble de mes régions, l'ensemble de mes produits. Et je vais pouvoir analyser la supply chain telle qu'elle est aujourd'hui. Donc, on voit qu'on a une couverture de la demande qui est de 94%, un certain nombre d'alertes. Donc, on peut détailler ce nombre d'alertes. Et là, on va voir un certain nombre de tableaux qui nous décrivent donc l'allocation qu'on a proposée. Et on voit que la réponse à la demande est relativement
rouge, ce qui signifie qu'il y a beaucoup d'alertes et que souvent on ne va pas pouvoir répondre à la demande telle qu'elle. Et ça, autant au niveau des producteurs qu'au niveau des sites usines. Alors là, l'allocation a été faite manuellement, et donc on va pouvoir utiliser l'optimizer pour aller optimiser cette supply chain et proposer une autre solution. Voilà, on va la lancer en direct. C'est vraiment du temps réel. Avec les... Et voilà, ce que l'on voit instantanément, c'est que l'optimizer a trouvé une solution qui est plus performante que celle qui avait été trouvée à la main, et on est passé de presque 300 alertes à 19, et la couverture de la demande a été fortement améliorée, puisqu'on est maintenant à 99,5%. Il reste des moments où la supply chain n'est pas capable de répondre à la demande. On peut le voir en semaine 16, par exemple, et là, on pourrait déterminer des actions pour corriger ces choses-là. Voilà. L'optimizer, donc, l'avantage de cette solution, c'est qu'elle va permettre de proposer une solution sur laquelle on va pouvoir continuer de travailler si on le souhaite, mais qui va être bien plus rapide qu'un processus manuel. Alors on se rend compte de effectivement tout ce que peut apporter l'outil par rapport à l'humain devant la volumétrie des données et des paramètres à prendre en compte. Donc là, on a vu qu'on peut connecter cet outil avec le RP de l'entreprise, avec des outils de visibilité tels que les évoquait Michel. Ça nous permet de caractériser quelque part les interdépendances qu'on va avoir entre les différents éléments de la chaîne, et ça permet de faire une optimisation d'allocation. Donc ça, déjà en soi, ça concourt à la performance de l'entreprise. Maintenant, l'entreprise, on l'a vu, elle évolue dans un monde qui est de plus en plus incertain, complexe, où fatalement, même si on a essayé de prévoir beaucoup de choses, il va y avoir des aléas, des défaillances, grandes ou petites, qui vont se produire un bout à l'autre. Comment l'outil, comment l'optimizer, justement, peut venir aider à prendre les bonnes décisions? Donc l'optimizer, vu la capacité à répondre très rapidement, à trouver très rapidement des solutions optimales, on va pouvoir lui soumettre de très nombreuses versions de nos scénarios. Donc là, par exemple, on travaille sur la notion de baseline, mais on peut proposer, par exemple, des demandes en termes des variations en termes de demande. Donc typiquement, on pourrait aller s'imaginer qu'on travaille sur un scénario un peu différent où on va vouloir augmenter la demande parce que ça y est, dans quelques semaines, on veut augmenter la demande en Chine et donc la production va augmenter de 30%, donc pour atteindre 130%. Voilà. Voilà, donc on a 130%. Donc là, c'est une évolution en termes de demande, mais comme ça a été évoqué, la supply chain doit aussi faire face à un ensemble de situations, d'événements qui peuvent l'impacter. Donc typiquement, on pourrait s'imaginer des inondations, des tremblements de terre, des problèmes financiers. On parlait aussi de risques potentiellement virtuels, cyber. On parlait de la pandémie. Et donc, tous ces risques peuvent arriver et impacter nos sites, impacter nos régions. Donc, par exemple, on pourrait déterminer que, alors là, c'est tremblement de terre en France sur 2 semaines. On pourrait activer cet événement pour faire un scénario. On pourrait aussi décider qu'un site de production a fermé sur 2 semaines. Voilà. Et toute cette modification de la demande et des paramètres de notre supply chain vont pouvoir être calculés instantanément grâce à l'optimizer. Donc, si on ne changeait rien face à ces événements, on verrait que le nombre d'alertes, là qui était tout à l'heure très faible, est remonté à 89, qu'on a une couverture de la demande qui a baissé. Et si on ne faisait rien, on serait sensible à ça. Mais appuyer sur l'optimizer, lancer l'optimizer va nous permettre de trouver une solution plus efficace, quasi instantanément.
Et le nombre de ces scénarios peut être très grand. Voilà donc une première façon dont on peut assez traditionnellement résoudre ces problèmes de supply chain. Voilà. Donc là, le nombre d'alertes a redescendu à un niveau bien inférieur et la couverture a réaugmenté, malgré des tremblements de terre, des fermetures, potentiellement des grèves, etc. Des incendies. Des incendies. Autant d'aléas qui sont relativement fréquents dans un monde réel. Donc ça, on comprend bien. Ça veut dire avoir effectivement caractérisé à la fois les différents acteurs de la supply et les différents types d'aléas auxquels celle-ci peut être confrontée. Quelles autres fonctionnalités on peut utiliser pour optimiser justement cette gestion des risques avec une telle plateforme? Voilà. Et donc, pour reprendre les idées qui ont été évoquées, vraiment quelque chose d'innovant qui a été réalisé sur cet outil, ça va être la capacité d'analyser les risques des différents éléments de la supply chain. Donc, par exemple, sur cet écran, on peut voir qu'on va caractériser, on va cartographier les risques pour les sites internes à la société. On va pouvoir aussi caractériser les risques associés aux providers ou aux clients. Et toutes ces matrices de risques vont pouvoir nous permettre d'optimiser la supply chain, non plus uniquement en termes de coûts et de réponse à la demande, mais aussi d'optimiser par rapport aux risques associés à la configuration de la supply chain. Donc voilà, ces éléments peuvent être soit saisis lors d'enquêtes internes, soit réalisés au travers aussi d'imports sur le système. Et voilà, maintenant que ces données-là, qui ne sont généralement pas saisies dans les CNOPI classiques, mais qui sont saisies dans cet outil, sont rentrées, on va pouvoir faire des optimisations selon des critères très différents. Donc le premier qui est classique, c'est l'optimizer uniquement en termes de coût. Le deuxième, ça va être d'optimiser uniquement en termes de risque. C'est-à-dire qu'on va vouloir privilégier tous les sites qui travaillent avec des risques très faibles. Donc on va le lancer. Donc là, on va avoir un peu les deux les deux optimisations totalement différentes de la supply chain. Une qui va être privilégier les coûts, mais qui risque d'être un peu rigide, et une qui va privilégier plutôt le risque, plutôt l'évitement du risque, qui va être beaucoup plus résiliente, au risque d'avoir des coûts plus forts. Donc c'est assez intéressant, Damien. Ça veut dire qu'on peut s'adapter à la culture, à la politique de gestion de risque des entreprises. Parce que dans le jargon des risques managers, on va parler d'appétence au risque. On se rend compte sur le panel de nos clients qu'on a des entreprises qui sont totalement risque adverses, qui vont vraiment privilégier la sécurité, quand d'autres vont être un peu plus aventureuses pour privilégier la performance économique court terme. Cet outil permet justement de matérialiser rationnellement les conséquences d'une attitude ou d'une autre sur la supply. Exactement. On a vu donc un premier scénario purement orienté coût, un autre purement orienté risque, et là maintenant on va pouvoir faire un scénario qui va pondérer cette appétence, on va dire, au risque. Et par exemple en disant, on est prêt à avoir un coût supplémentaire de, disons, 1%. Donc là, je vais rentrer 1%. Et je vais vouloir optimiser ma supply chain pour à la fois minimiser mes risques et minimiser mes coûts, tout en permettant un peu de marge de manœuvre. Et donc là, on va obtenir une configuration, une allocation qui va être à la fois relativement performante en termes de coûts, mais aussi bien plus résiliente en termes de risque. Donc, pareil. Et là, on voit clairement, si on compare nos trois scénarios, on a bel et bien, comme on s'y attend, le scénario optimisé en termes de coûts qui a le coût le plus faible, notre scénario optimisé en termes de risque qui a un coût plus fort, mais comparé à ça, un niveau de risque qui est relativement élevé pour notre scénario coût, un risque qui est très faible pour notre scénario risque, et finalement un peu le meilleur des deux mondes
pour notre scénario combiné. On va avoir des coûts qui vont être relativement proches de notre optimisation en termes de coûts et un risque qui va être bien sûr plus élevé que l'optimisation purement risque, mais qui va être relativement faible. Et si on regarde comment sont placés nos points, nos différents scénarios sur un graphique qui met en évidence le risque face au coût, on voit que notre scénario mixte est à la fois très proche du scénario coût en termes de coût et à la fois très proche du scénario risque en termes de risque. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir faire une supply chain qui va non seulement être optimisée en termes de coût, comme on l'a dit, mais qui va peut-être mieux faire face aux différents événements, aux différentes variations de demande sur lesquelles elle pourra être subie, qu'elle pourra subir. Donc on va pouvoir mieux rationaliser quelque part la prise de décision qui aujourd'hui se fait souvent plus sur des sentiments et des informations partielles que sur des évidences telles que tu es en train de nous les présenter. Mais Michel, culturellement, Forestia, sur ces différents modèles, mettrait le curseur à quel niveau ? Moi, je vois deux cas d'usage en fait pour cet outil. C'est une meilleure prise en compte du risque dans un mode de gestion normal, alors que c'est vrai que les acheteurs, traditionnellement, c'est leur métier, ils sont là pour optimiser les coûts. Et on voit que la stratégie du toujours moins cher conduit à des prises de risques excessives. Et quand le risque se réalise, finalement, on perd d'un coup tous les gains qu'on a pu enregistrer au fil des années. Donc le fait d'avoir un outil qui permette d'intégrer ce paramètre des risques et puis de trouver effectivement, comme tu l'as dit, le scénario médian qui permet d'optimiser sur deux tableaux, je trouve que c'est intéressant. Effectivement, ça intéressera nos acheteurs et les gens qui gèrent notre supply chain. Et le deuxième cas d'usage que je vois, c'est un cas de gestion de crise en fait, puisque là on a l'événement s'est passé, on a perdu un fournisseur, on a perdu un ensemble de fournisseurs pour une des raisons qu'on a évoquées lors de cette discussion, et comment remettre du vert dans le tableau, comment reconfigurer finalement cette supply chain qui est en mode souffrance, de manière transparente, ça me paraît effectivement intéressant. Alors c'est des choses que l'on fait, les directeurs des opérations, les acheteurs, c'est leur métier de gérer la crise, mais ils le font peut-être de manière artisanale et empirique. Et là, on a un outil qui permet assez simplement et apparemment de manière rapide de trouver un meilleur optimum, et ça permet de gagner du temps. Et on le sait que dans les temps de gestion de crise, le temps, c'est toujours beaucoup d'argent. Merci Michel. Alors je vous rappelle que vous avez la possibilité de poser des questions sur le chat, donc n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de les relayer auprès de nos interlocuteurs. Alors, on se rend compte à travers effectivement cet outil qu'on peut faire de la prévention, c'est-à-dire orienter ces politiques en amont avant que les risques ne se produisent, en ayant une meilleure appréciation de sa supply et des aléas potentiels. Et puis effectivement, en réaction, on parlait de continuité d'activité, être plus efficient dans la façon de réagir, parce qu'il va y avoir peut-être une vision un peu plus objective des différentes alternatives que l'on a ou pas, s'il y a défaillance. Alors, une fois que l'on a dit ça, dans le monde réel, c'est jamais aussi magique. Donc, quand on veut se lancer dans ce genre de projet qui paraît plein de sens, et pour le coup, la crise Covid aide à le justifier, quels sont les facteurs de succès ? Thibaut, tu peux commencer. Je pense que le premier facteur de succès, c'est vraiment utiliser cette plateforme comme un outil de collaboration, et donc il faut quelque part déjà embarquer plusieurs fonctions dans l'entreprise. On a parlé de la direction industrielle, des achats, du risk management. Il y a nécessité dans cette plateforme de pouvoir collecter un certain nombre de données et de pouvoir faire en sorte que ces données soient le plus à jour possible pour prendre la meilleure des décisions.
Donc bien entendu, il y a une connexion qui se fait naturellement, je pense, comme on l'a évoqué, avec l'ERP de l'entreprise et les différents systèmes qui vont alimenter cette plateforme. Donc la force d'Anaplan, c'est aussi cette capacité à se connecter à ces sources de données. Mais ensuite, il y a forcément je dirais un déploiement à opérer pour que l'ensemble des acteurs puissent s'y connecter et, si possible, les acteurs externes à l'entreprise. Donc, à mon sens, un facteur clé de succès, c'est tout de même d'essayer de faire en sorte soit d'avoir une plateforme externe, comme c'est pour le cas de Forestia, qui collecte de l'information directement auprès des fournisseurs en termes de risque, soit d'ouvrir cette plateforme, et c'est aussi là encore un atout d'Anaplan, c'est de proposer une plateforme ouverte et sécurisée d'accès aux différentes parties prenantes qui vont, par exemple des fournisseurs, pouvoir venir déclarer des éléments sur leurs capacitaires, sur les sites de production, mettre à jour leur plan de production ou leur capacitaire également. Ça, c'est à mon sens le facteur clé de succès de ce type d'outil, l'animation de la collaboration qui en découle pour que l'information soit la plus pertinente, la décision soit la mieux adaptée. D'accord, être dans une véritable logique d'entreprise étendue. Oui, là, je souscris à ce que dit Thibaut. C'est vrai qu'on ne peut pas sécuriser la supply chain sans ses composantes, sans travailler avec ses composantes. Et quand bien même on aurait identifié le risque, on aurait mesuré des risques importants, tant qu'on n'a pas solutionné ce risque, on n'a rien fait. On sait qu'on a un problème, mais tant qu'on n'a pas supprimé, on ne l'a pas amoindri, on n'a pas fait grand-chose, et ça ne peut être fait que dans le cadre d'un dialogue avec les fournisseurs. Et pour dialoguer, il faut un outil, il faut des données, et peut-être qu'effectivement cet outil peut être une occasion de renforcer les échanges, de comprendre et puis de résoudre les risques au niveau des composants de nos supply chain. Alors, je vois une question très pratique sur le chat. Question pour Damien. La source de data pour Anaplan pourra être quoi? Les ERP, l'upload de fichiers, la saisie manuelle? Qu'effectivement, d'une entreprise à l'autre, on va avoir des niveaux de maturité qui ne vont pas forcément être équivalents. Donc, la réponse va être toutes ces sources et bien d'autres. On peut avoir des connecteurs même directs, encore plus rapides que des connexions avec des ERP. Et ces sources peuvent venir de l'intérieur de l'entreprise, mais comme le disait Thibaut, potentiellement, on peut l'ouvrir à des partenaires extérieurs qui vont pouvoir charger, en effet, soit en termes de saisie, soit en termes de fichiers de données, soit même des connecteurs directs avec des systèmes sources. Voilà. Et ça marche en amont, comment est-ce qu'on va pouvoir nourrir le système. Ça pourrait aussi marcher en aval pour aller alimenter des systèmes de BI, par exemple dans les usines, pour voir les plans de commande, les plans de production et les distribuer rapidement. Alors ça, je pense que c'est un élément clé, parce que la grosse problématique que l'on a avec la supply chain, c'est les grands nombres. On est un peu incantatoire lorsqu'on dit messieurs, mesdames, les entreprises, vous devez absolument cartographier votre supply. Oui, mais je ne sais pas où je commence. Dans une entreprise industrielle, alors c'est de grosse taille, je crois que tu disais 7000 sites de production fournisseurs. 7000 fournisseurs, encore plus de sites de production. Qui ont eux-mêmes plusieurs, probablement certains dizaines, d'autres centaines, d'autres milliers de fournisseurs, qui ont eux-mêmes des dizaines, des centaines ou des milliers de fournisseurs. Donc très rapidement, on arrive à quelque chose qui est juste proprement ingérable sur un coin de table. Donc ça paraît quasi inaccessible. Donc le mot, c'est pas parce que c'est compliqué qu'il ne faut rien faire, et peut-être que imaginer l'optimum de suite n'est pas forcément le plus pragmatique, mais il faut commencer par quelque chose. Thibaut, je me tourne vers toi. Oui, tout à fait. C'est de toute façon une solution qui se déploie progressivement. Embarquer les fournisseurs, couvrir la totalité d'une entreprise, ça prend du temps, et forcément le modèle de supply chain que l'on va créer sur un projet tel que celui-ci
nécessite qu'ils se construisent par itération. C'est clair. Et il faut aussi sécuriser, rassurer les différentes parties prenantes sur l'information qu'elles vont donner, qu'est-ce qui va en être fait. Donc ça fait partie également d'une évolution des processus finalement de gestion de la supply chain au sein d'une entreprise. Cet outil-là, à terme, si on le projette dans un idéal, il pourrait être quand même assez central dans le pilotage d'une supply chain. Il pourrait constituer un point central. Et donc, voilà, ça va se faire progressivement, ça doit se faire progressivement au sein d'une supply chain d'une entreprise. Il faudra y aller sans doute pas à pas pour sécuriser tout cela et démontrer aussi la valeur. Chaque modèle et chaque entreprise sera forcément un peu différente. La force d'Anaplan, c'est aussi de pouvoir proposer cette modélisation spécifique par entreprise. Mais c'est sa flexibilité, je pense, qui est vraiment intéressante pour aider les entreprises à gérer ce risque-là. Michel, est-ce que tu veux rajouter un... Non, je trouve que l'intégration du facteur risque dans les outils de management de la supply chain est vraiment une nouveauté, donc ça mérite d'être exploré. On va porter le sujet en interne. Alors je vois une autre question sur le chat. Comment être certain d'avoir une sélection fine via le paramétrage? Risque de subjectivité. Je dirais là-dessus, clairement, c'est un travail commun qui doit être fait, comme je le disais à l'instant, avec les parties prenantes supply chain, risque et achat au sein de l'entreprise pour faire en sorte que la modélisation, la nature des risques, leur niveau de finesse, tout ce qui est évoqué à travers cette question-là, soit la représentation aussi de la réalité concrète opérationnelle et de l'appétence au risque de l'entreprise sur laquelle on va déployer cet outil-là. On n'est pas en train de dire que le modèle existe et qu'il va être bon pour toutes les entreprises. Il faut vraiment qu'à chaque entreprise et qu'à chaque supply chain, il y ait un retravail qui soit fait pour adapter ce modèle à leurs besoins et à leur univers de risque. Merci Thibaut. Damien, est-ce que tu veux rajouter Ce qu'on peut rajouter, c'est que là, on a travaillé bien sûr sur un modèle entre des fournisseurs et des usines principalement. On pourrait travailler plus en aval entre les usines et les différents magasins, par exemple, d'une entreprise de retail. On pourrait travailler à l'intérieur même des usines avec une optimisation des différentes lignes de production avec des risques associés à ces différentes lignes. Enfin, on n'est pas sur une solution donc figée à une structure purement fournisseur, usine, etc. On aurait pu proposer d'autres modèles qui mettraient en avant les mêmes éléments, mais sur d'autres parties de la supply chain avec d'autres focus. Ça aurait pu être intéressant. On a choisi cette usine de maroquinerie comme exemple. Ça aurait pu être autre chose. Alors, une solution flexible. Tu fais bien de le souligner, parce qu'on l'oublie trop souvent, la supply chain embrasse l'ensemble, c'est-à-dire va des clients, si on prend ça par la demande jusqu'aux fournisseurs. Il ne faut pas oublier les clients. Je crois qu'il arrive que les clients soient aussi à l'origine de défaillances et viennent planter les organisations industrielles bien huilées de leurs fournisseurs de premier rang et quelquefois de gros clients. Donc, je vois que Michel fait un sourire. Je ne te demande pas de commenter. Je ne veux pas te mettre en porte-à-faux. Bien écoutez, si il n'y a pas d'autres questions, on va conclure sur ces éléments-là. Moi, ce que je tenais à dire, c'est d'une part vous remercier d'avoir été présent, vous dire que nous, ce qui nous avait séduit, c'est ce que disait Michel tout à l'heure, c'est que c'était une solution qui apportait une réponse assez opérationnelle aux problématiques de risque que rencontrent les industriels, donc que rencontrent des directions des opérations, des directions supply, des directions achats. Ça a participé à ce que doit être l'essence même du risk management, non pas
Imaginer un monde sans risque, déjà d'une part ça serait bien triste, mais apporter des éléments de décision à ces opérationnels pour leur permettre de prendre des décisions de façon éduquée, rationnelle et non pas sur des éléments de subjectivité. Donc consécutivement à ce webinar, bien entendu toute l'équipe se tient à votre disposition si vous avez d'autres questions. Et puis encore une fois, merci à mes partenaires pour leur présence et le partage et retour d'expérience. Et puis merci à tous et bon début de journée consécutivement à cette session. À bientôt.